Là, maintenant, le moment crucial, on commence à écouter sans cesser d'observer ce qui se passe dans notre corps. Continuez d'observer ce qui se passe dans votre corps. Et, et ce que je vous propose dans cette connexion dont Lisa a parlé, dans le fonctionnement d'humain, d'élargir un peu notre mode de fonctionnement dans lequel nous pourrons réfléchir et parler comme je suis en train de réfléchir et parler, et en même temps sentir ce qui se passe. Ça veut dire ouvrir notre cerveau droit, ouvrir notre conscience, notre mode de fonctionnement de notre cerveau à un espace un peu plus grand que fonctionnement linéaire de notre cerveau gauche qui est basé sur la langue, sur le langage. Alors que là, c'est complètement différent. Pourquoi? À quoi ça sert? Ben, ça sert à pouvoir ouvrir notre perception de réalité à l'inspiration. À l'inspiration dans ce qui est la partie supérieure de notre conscience, mais aussi à l'instinct. Ce qui fait sentir aux animaux quand le danger arrive avant qu'il n'arrive. Pourquoi? Pour être moins con, tout simplement réduit à notre ordinateur linéaire du cerveau gauche. Et de pouvoir s'en servir dans nos décisions de l'ensemble de facultés que notre être possède et non pas juste jouer un quart de réalité qui pédale souvent à l'outrance en arrivant à burn-out et de fatigue. Voilà. Et il fait ce qu'il peut, mais il pourrait beaucoup plus facilement de faire beaucoup plus. Ça veut dire beaucoup plus pertinent. Et en plus, je sais pas comment vous sentez, moi, quand je suis dans cet état, c'est plutôt cool, non? C'est-à-dire qu'on peut, tout en bossant, quand je suis, comme ce que je suis en train de faire, pouvoir ressentir du plaisir. Et pas que du plaisir, mais aussi de la joie. Et puis de faire le mélange de joie et du plaisir. C'est quoi ce truc-là? C'est quoi le mélange de joie et du plaisir, là? Oh, c'est un peu trop large, là. Ouais, vous savez, rendez-vous compte qu'on n'a pas l'habitude de ce genre de questions qu'on nous pose là. Bah, évidemment, équilibre, mais ça donne quoi comme émotion là? Voilà, il a une certaine bien-être, une certaine jouissance, on peut dire un peu plus légère que la jouissance du corps, tout en étant corporel quand même, vous voyez. Et, et puis de l'autre côté, du côté masculin, on peut aussi sentir une énergie qui peut être forte, vous voyez, qui peut soutenir la détermination dans le projet. Seulement que détermination, c'est bien, mais ça, la détermination seule, ça va donner un Rocky, quoi, qui est gentil, fort, mais bon, pas très intello, quoi. Mais si on prend l'intello, là, et si on épouse les Rocky et notre conscience, là, si on épouse la conscience et la détermination, qu'est-ce que ça donne, à votre avis, hein? C'est cool, non? Conscience et détermination. Hmm? Voilà, ça devient un truc du style un peu flow, hein. Il y a et détermination et la conscience de ce qui se passe. Et puis, et si on prenait ce flow là et ce truc de joie et du plaisir, et si on l'épousait ensemble,
Hein? Oui, fierté aussi, mais c'est une sorte de plénitude qui arrive, vous voyez. Il y a autant de joie que de détermination, que de conscience, que du charnel, que du spirituel. Intéressant comme état. Bon, je vous fais parcours d'individuation, de formation d'un an en 30 secondes. Hein. Bon, en gros, sur le plan individuel, ce qui se passe dans le cheminement de gouvernance organique, quand vous faites cette démarche pour vous ou pour votre organisation, c'est de pouvoir d'abord accéder tranquillement à ce stade-là que nous avons mené, les quatre, plaisir, joie, détermination, conscience, mais aussi de les épouser, de les fusionner. Fusionner. Tiens, il y a encore un autre mariage qui est très sympa, la conscience et la joie. Qu'est-ce que ça donne, à votre avis, hein? Bon, voilà. Le but est de pouvoir marier l'ensemble de ces aspects à l'intérieur de nous et de pouvoir fonctionner dans notre vie individuelle, mais aussi collective, ayant l'accès à l'ensemble de ces fonctions. Et vous voyez, ça peut être juste un développement personnel, et c'est déjà pas mal. Mais enfin, il ne s'agit pas que de ça, parce que là, c'est une question de gouvernance, question du management. Euh, il y a du business dedans. Déjà, quel business il y a dedans? Première business, c'est d'avoir du plaisir à faire du business. Vous voyez, sans fonctionner comme un abruti. Deuxième, et pas moins important, d'avoir le lien avec les autres. Non pas non plus pour faire des bisounours et de dire que l'on est mieux que tous ceux qui se tapent sur la tête, mais pour fusionner les intelligences. Et puis, fusionnant l'intelligence et ouvert à ces aspects du masculin, vous voyez, de ce côté féminin, de cela, ben, féminin, ça rime avec l'intuition. Et l'intuition, ça rime avec inspiration. Inspiration, ça rime avec quoi? Avec de bonnes décisions, avec des décisions brillantes, avec les décisions inspirées, ça veut dire qui dépassent l'entendement des rationalités toutes courtes. Combien de chiffres d'affaires il y a dedans là? Vous voyez, un type qui invente notre iPhone là, quand il invente ça, il persiste comme un malade sur sa vision. Vous voyez combien de chiffres ça fait à la fin là? La plus grosse entreprise du monde. On peut dire que tout ça c'est des conneries et pédaler avec notre cerveau gauche pour faire des décisions rationnelles. Et c'est déjà pas mal. Mais étant connecté là-dedans, et puis quand on a les décisions inspirées, qu'est-ce qui se passe? En général, ça plaît à tout le monde. Ouais. Et quand ça s'incarne et ça plaît à tout le monde, ça donne quoi? Voilà. Comment? Enthousiasme, lien, complicité. Et complicité à lien, de point de vue de business, ça paye ou ça paye pas? Combien ça paye? Et quand on a les réunions qui donnent
qui sont inspirés, ça veut dire qui produisent l'adhésion à la décision dans le temps relativement court, disons, évidemment, ça peut être moitié du temps, mais disons que c'est pas aussi efficace et ça ne fait économiser qu'un tiers de temps pour une décision. Allez, imaginez qu'est-ce que c'est un tiers de masse salariale d'une entreprise de 100 personnes. Vous savez qu'est-ce que ça fait? Ça fait 2 millions d'euros gagnés juste là-dedans. 400 personnes, ça fait fois 4. Hein. Ça fait fois 4, il y a 6 millions à disposition. Hein. Juste à récupérer le temps perdu. Tu vois, à affecter ces 4 millions quelque part pour, pour ne faire que ce que les gens font jusqu'à maintenant. Mais on n'a pas compté qu'est-ce que l'inspiration produit de génial en plus. Hein. Donc, on a déjà, dans sa boîte, on a 4 millions multipliés par l'inspiration obtenue. Et l'ambiance dans l'entreprise, combien ça coûte un recrutement, un burn-out? Ça, c'est encore la même, on a encore les 4 millions supplémentaires qui sont juste récupération de ce qui se perd. Alors que, rendez-vous compte que perdre ces 4 millions, ça passe totalement inaperçu. Parce que c'est normal de fonctionner de manière aussi dysfonctionnelle. Non, à partir du moment qu'on n'a pas à quoi le comparer, on est habitué à vivre la souffrance supportable. Et vous voyez, notre collectif commence à générer les inspirations. Vous voyez, c'est un aspect suivant qui émerge de cette présentation, alors que je n'ai pas prévu du tout de parler de ce que je vous parle. D'ailleurs, c'est pour la première fois que je parle de ce genre de choses pour les gens que je vois pour la première fois de ma vie, pour la plupart. Vous voyez, ça c'est déjà, vous avez la démonstration directe que 10 ans que je fais des conférences, pour la première fois, je parle de ça. Je sais pas pourquoi. Mais là, hein, l'étape suivante, c'est de réaliser que plus l'émotion et une certaine cohésion se manifestent, je réponds, hein, plus la cohésion se manifeste, plus on peut observer des phénomènes un peu plus subtils que vous aviez sûrement déjà observé, que dans pour celles qui se manifestent de manière instantanée et partout, que quand il y a une réunion, vous faites un cercle, ben, souvent l'attention, dans nos réunions, on ne dit pas qui a envie de parler, mais à qui le tour. Vous voyez, l'énergie, spontanément, on s'adresse à une personne. Tout le monde me dit, et toi maintenant, tu vois, je sais pas si vous avez observé ça, c'est courant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'énergie du groupe peut avoir une préférence spontanée vers faire quelque chose ou bien l'inspirer quelque chose. Donc, on est ici dans l'inspiration au-delà de l'inspiration individuelle, on est dans l'inspiration systémique. Ça veut dire que le système que nous formons, l'entreprise que nous formons, peut communiquer avec nous et nous donner, lui, l'information. Et cette information, par exemple, peut me poser la question, est-ce que c'est applicable sur le plan de l'État ou la société tout entière? Et c'est une excellente question pour vous dire que ce qu'on instaure quand on s'occupe quand on incarne ou on introduit la gouvernance organique, on installe un certain cadre. Et dans ce cadre, par exemple, il y a quelques engagements. Notamment, ne pas poser la question est-ce que, mais de les remplacer par la question comment.
Parce que rendez-vous compte, qu'est-ce qu'il produit dans notre tête, la question telle que tu as posée, question, qu'est-ce que ça sème? L'interrogation, doute, ouais, le pour, le contre, et qu'est-ce que ça fait la question comment introduire ça? Qu'est-ce qui se passe? Sentez ça. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête quand vous posez la question comment? Mais oui! En tout cas, on est en recherche. On est, ça pétille, tu vois. C'est comme si on rattrapait déjà quelque chose qui, voilà. Et si une organisation décide de s'imposer cette règle de base, de ne pas poser la question est-ce que sur la potentialité, mais sur le comment, ben voilà, c'est que ça donne. Voilà. Donc je ne vais pas répondre à la question est-ce que c'est possible d'amener ça dans le public. C'est évidemment possible si on pose la question comment. Voilà. Si ça nous plaît que ce soit ainsi. Alors, rendez-vous compte que une des sources principales de tension et de guerre, c'est précisément des valeurs. Et qu'on a deux types bon, restons dans les valeurs. Valeurs ont ça de propre qui représente pour nous quelque chose d'important. Pourquoi ça représente quelque chose d'important? Comment ça se fait qu'un valeur devient important pour quelqu'un? Ben oui. En général, en général, la personne qui est très sensible à la justice, c'est probablement parce qu'elle a vécu une injustice dans son passé. Euh, Quelqu'un qui était abusé dans l'enfance va avoir le respect extrêmement exacerbé. Et c'est là le problème. Parce que la plupart de nos importances ne sont pas des importances, mais sont des surimportances. À la mesure que ces surimportances font résonance comme le chien de Pavlov qui bave avec notre histoire et qui nous font ressentir l'émotion et l'énergie, non pas de la situation telle qu'elle est, mais de telle que vous avez vécu dans le moment dans lequel, par exemple, la justice était bafouée. Et du coup, votre exigence de justice, de souveraineté qu'on voit là maintenant, tu vois, en Ukraine, qui fait millions de morts, souveraineté, respect des frontières, vous voyez, ça, mais les gens meurent en masse, de millions. Non, non, la frontière, c'est plus important, droit international, super important, voilà. Vous voyez? Je dis pas que c'est pas important, mais à partir du moment qu'un valeur ou un critère est surchargé de son passé, il produit le contraire de ce qu'il veut produire. Et c'est comme ça que l'enfer est pavé de nos bonnes intentions et de nos valeurs. Et ça, très peu de personnes ne s'en rendent compte. Et on a dans la gouvernance organique, et je vais vous expliquer pourquoi, on a l'ensemble des outils pour traiter autant de mémoires qui se manifestent que des importances qui se manifestent. En fait, il faut rapidement aller dans le passé que nous avons vécu, retrouver l'enfant qui nous étions, qui vit encore en nous et qui se manifeste à l'occasion. Et notamment à l'occasion, il se manifeste quand le critère il est affirmé. Et de pouvoir lui apporter le réconfort ou les ressources dont il a manqué, non pas dans notre tête, mais dans notre émotion de l'enfant qui vit encore en nous, pour qu'il puisse s'apaiser et pas surinterpréter, pas en faire un plat de cette histoire, parce que c'est précisément en faire un plat de ce qui nous arrive qui fait que nous sommes blessés.
et de retrouver le positionnement juste face à la réalité et d'avoir un ensemble de valeurs qui sont importants sans être surimportants. Et là, vous faites un passage, c'est que l'ensemble de valeurs surimportantes, ça fait ça fait des personnalités. Parce qu'en forgeant, on devient forgeron. À la force d'être militant de notre valeur surchargée, on devient militant de valeurs surchargées. Et ça développe une personnalité. Et on va voir deux types de personnalités. On va voir la personnalité surchargée, donc personnalité de l'ego blessé. Et on va voir celle qui manifeste un certain contact avec la réalité, avec notre être, avec ce qui est réellement et non pas ce que je me raconte parce que j'ai vécu et j'ai senti et je ressens. Et donc, spontanément, le travail dans la formation à la gouvernance organique consiste à prendre conscience et de ces survaleurs qui forcément vont se manifester et dont tous les collectifs ne font que se manifester avec les fameux ou putain de facteurs humains. Vous voyez, c'est la manifestation de surimportance qui fait que les boîtes de Pandore arrivent, les émotions surmergent, ils produisent exactement le contraire de ce qu'on voudrait qu'ils produisent. Donc, soit on est à énième projet du collectif qui tourne toujours de la même manière, soit à la force de prendre sous la gueule, ce genre de situation, on finit par se poser la question, OK, ça fonctionne comment cette histoire? Parce que l'être humain est un être auto-régénérateur. Et le collectif, c'est exactement pareil. Ce qui veut dire que quand il y a un problème, il le met en évidence, comme le bouton qui sort, vous voyez. Et, et, et la conscience, quand elle va vous guérir, elle va vous montrer tout votre dysfonctionnement. Et va créer les circonstances qui, en permanence, vont vous amener à voir ces surimportances. Et de deux choses une. Soit vous comprenez ce que je raconte et vous avez les outils pour s'en occuper, soit c'est de plus en plus fort pour que enfin vous compreniez le message. Et là, on commence à arriver à un stade socialement, vous voyez, autant dans l'entreprise que dans le politique, c'est qu'il y en a ras-le-bol. Ça veut dire que c'est une catastrophe générale. Tout le monde se tape sur la gueule. Ils sont incapables de faire un budget parce que chacun tire sur sa surimportance. Et évidemment, on voit qu'on va dans le mur, quoi, autant que société. Et donc, à chaque fois, quand il y a une crise comme ça, c'est un moment formidable parce que c'est là que la conscience individuelle et collective s'éveille pour dire mais qu'est-ce qu'on va faire là-dedans? C'est pour ça que vous êtes là probablement, vous voyez? Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Comment on peut faire fonctionner différemment? Et ceux qui ont un peu d'expérience et un peu de outils pour ça émergent un peu, comme là je suis en train de vous raconter ça, me dire ah c'est comme ça. Donc il faut avoir des outils pour pouvoir traiter ça. Mais sinon, on rabâchait toujours la même surimportance. Et nous mettre en opposition avec les surimportances opposées. À produire exactement opposé de ce qu'on veut. Bon, ben voilà. Voilà pour l'introduction. Donc là, maintenant, je peux revenir au plan que je me suis fait de cette conférence. À moins que encore quelque chose se manifeste. Ok, comme il y avait de questions de domination, sur la domination, je peux vous donner quelques résultats de mes recherches et de mes expérimentations. Il faut comprendre deux choses. Que
la structuration de domination dans une groupe humaine, elle est totalement inévitable et résulte de niveau de confiance en soi que les êtres humains ont en soi. Ça résulte de capacité des troupeaux humains à survivre. Tu vois, on fait spontanément confiance à ceux qui ont la confiance, ceux qui ont confiance, en général, ceux qui savent le mieux s'en sortir dans le merdier dans lequel nous sommes. Vous voyez? Et donc, il faut comprendre ça, c'est que le seul levier que vous pouvez bouger si vous voulez changer votre position dans la hiérarchie sociale de groupe ou de société dans laquelle vous êtes, c'est votre confiance en vous. Il y a deuxième facteur qui rentre en jeu, c'est le niveau de l'angoisse existentielle, qui fait que certains qui ont l'angoisse faible deviennent les leaders, tout le monde voit leur confiance, ils n'emmerdent personne, et ceux qui ont la grosse angoisse existentielle, ça veut dire qu'ils emmerdent tout le monde pour faire comme ils pensent, parce que sinon c'est la catastrophe. Donc, et il n'est pas dit qu'ils n'ont pas raison. Parce qu'il se peut qu'avant tout le monde, ils ont déjà vu, parce qu'ils ont l'expérience que le danger arrive et qu'il faut réagir. Seulement que probablement étant blessés, ils surréagissent eux aussi. C'est leur sécurité intérieure est surimportante pour eux parce que dans le passé, ceci ou cela. Et effectivement, ils passent pour les tyrans, ou ils tyrannisent effectivement les gens, tu vois, comme on voit aux States, là, le gros tyran qui arrive avec ses importances. Toutes les structures jusqu'à organiques se sont organisées autour de la domination, autour de la question de survie. Et dans le avant-dernier système, le système du réseau, voilà, il n'y a plus de structuration hiérarchique classique explicite, mais il y a juste égalité dans laquelle les uns sont plus égaux que les autres. Et parce que c'est inévitable, vous ne pouvez pas éviter ce phénomène, sauf si vous passez en fonctionnement organique. Mais pourquoi je peux affirmer ça? Parce que, en fait, à partir du moment que vous arrivez à vous connecter, comme je vous ai fait la démonstration au début, et ça commence à fonctionner. Ça veut dire que vous avez l'accès à la source d'informations pertinentes. Et du coup, les décisions ne viennent pas de l'intelligence de mal dominant le plus pertinent, le plus confiant en lui, car le plus débrouillant, mais il vient du système ou d'une inspiration encore plus grande. Donc là, vous avez déjà, dans cette phrase que je viens de dire, au moins 4 générations d'intelligence collective. Le premier niveau, consultation d'experts. Troisième, mise en réseau, consultation de tout le monde. Troisième niveau, connexion à l'esprit du groupe. Quatrième niveau, connexion aux intelligences supérieures, inconscient collectif, de quoi, de qui, de France, de l'humanité, de Gaïa, de l'univers, ou bien création de réalité quantique. Vous voyez, il y en a des espaces, des niveaux de fonctionnement. Rendez-vous compte, mettez-vous dans la peau d'un entrepreneur en 1990 à qui on a vendu pour une fortune le premier ordinateur qui avait 100 mégas de mémoire. Et dites-nous que voilà, on va avoir un tétra dans le téléphone, on va se brancher sur
le réseau avec qui on va communiquer de partout, c'est instantané, on va tout voir et encore, on va stocker dans le cloud, on va avoir des recherches et on va avoir l'intelligence artificielle qui va nous tout dire, il va vous prendre pour un fou, quoi. Alors que c'est à peine 30 ans. Et ceux qui fonctionnaient il y a 30 ans savent bien. Et sur le plan de gouvernance et du management, on est exactement au même endroit. Seulement que là-bas, ils sont en avance parce qu'il y a la dope de milliards qui tombe de partout et qui fait avancer. Donc il y a une super carotte. Nous, c'est plutôt le bâton qu'on a qui nous fait avancer. Hein. Au niveau du management, on n'en peut plus, quoi. Mais ça avance quand même. Et les stades sont à peu près les mêmes. Parce que rendez-vous compte, connexion au réseau, ben c'est déjà ce qui est la gouvernance partagée. Si je continue de faire la métaphore informatique, mais connexion à Internet, ce que j'ai fait au début, c'est c'est votre box de connexion. Elle passe par le cerveau droit, par les émotions. Et puis, à quoi vous vous connectez? Donc là, vous voyez que je vous dis à quoi nous pouvons nous connecter. Il est temps d'apprendre de se connecter au système que nous formons et du coup au système un peu plus vaste, parce que rendez-vous compte que les systèmes, fonctionnement systémique d'organisation, si vous arrivez à vous connecter à ça, c'est cette histoire de l'inconscient collectif auquel vous vous branchez. Ça veut dire l'esprit, si on peut dire comme ça, de l'entreprise, il est connecté autant à vos fournisseurs qu'à vos clients, qu'à votre banquier, qu'à un juriste, l'État, et il a toutes les informations. Donc évidemment, toute l'art, c'est comme Internet. Toute l'art est de pouvoir se connecter. Et une fois connecté, après, il va y avoir la bataille du débit. Est-ce que c'est une petite inspiration de temps en temps ou est-ce que c'est la fibre? Et c'est ça le travail sur ça, parce qu'évidemment, ça se développe quand on l'utilise, quand on le développe, quand on veut le développer. Donc, dans ce domaine, on a un champ de progression phénoménal. Et en même temps, on a le champ de jouissance phénoménal, pourvu qu'on s'amuse à ça. Mais on n'a pas le choix. Rendez-vous compte que on est au pied du mur. Soit on va dans cette direction, soit les gens n'en peuvent plus. Déjà, la génération Z, ça fait des putes quand il va dans l'entreprise. Il vient pour gagner. Il n'a absolument rien à foutre de ce que l'entreprise, il prend son argent, il vit ailleurs. Parce que tellement c'est insupportable. Donc, toutes les structures fonctionnant à l'ancien, au niveau de recrutement, que dalle. Tout le monde va dans le high-tech, parce que là-bas, il y a au moins l'excitation de l'argent. Et puis, les expériences de collectif, on commence de les apercevoir avec les surimportances, qu'est-ce que ça donne. Et me dit, ouh là, c'est bien, mais bon, c'est tellement bien qu'on ne peut plus, quoi. Donc, il faut aller un peu plus en profondeur. N'a pas de choix. Comment? Et en hauteur, voilà. Voilà, exactement. C'est pour ça que je fais ces gestes en hauteur et en profondeur. Ok. Donc, s'il n'y a pas d'autre inspiration là soudaine qui me dirige à vous répondre à vos questions, je vais vous raconter maintenant comment je suis arrivé à ça. Parce que là, c'est une sacrée histoire. Et en même temps, cette histoire va vous donner tous les éléments pour répondre qu'est-ce que c'est la gouvernance organique, parce que ça s'est construit petit à petit. Vous voyez, ce qui fait bonhomme, c'est ces expériences de référence. Ça, c'est une grosse phrase.
et en même temps la clé de gouvernance organique. Ce qui fait bonhomme, c'est le moment clé de la vie. Soit vous le décortiquez, vous savez à quoi elle vous appelle, vers où vous dirige, soit vous dirigez avec vos rêves qui sont des patchwork, des idées qu'on vous dit qu'est-ce qui sont bonnes et vous allez comme ça, tu vois, et vous comprenez rien de la vie jusqu'à la crise de quarantaine, vous ne pouvez plus de fonctionner comme ça. Et soit vous procrastinez, soit vous trouvez le questionnement qui vous dit de chercher des évidences en même temps. Quelles sont ces évidences? Dans ma vie, mon premier moment qui était super marquant, c'était qu'à 4 ans, je me rappelle, j'étais tellement heureux de marcher avec mon premier souvenir, mon père, on marche au bord d'un ruisseau, là, en Pologne, je suis né en Pologne, là, dans un bâtiment où il y avait plein de vignes, il y avait des oiseaux, une myriade d'oiseaux. Il faisait ce mouvement de nuages de oiseaux qui fonctionne comme ça. Moi, j'étais comme ça devant ce truc-là. Vous voyez, aujourd'hui, je fais gouvernance organique, là. Premier élément. Deuxième élément, donc là, j'étais né dans une famille en Pologne communiste. Mon père était dirigeant d'une entreprise de promotion apparatchik, là, méprisé par tout le monde parce que vendu au système, mais pourtant celui qui amène le sou à la maison, qui permettait que ça fonctionnait à peu près bien. Moi, à 18 ans, je jouais le basket et un jour, dimanche, génial, on a regardé le Disney le matin. Qu'est-ce qu'on a ri là. Maman a fait une poulet, ça m'a mis dans un état, c'était délicieux. C'était tellement bon. Bon, c'était tellement bon comme l'état dans lequel nous étions tout à l'heure au début, hein, vous voyez? C'est à peu près ça. Mais c'était exceptionnellement bon. Et moi, je suis allé au match et à ce match-là, je marquais dans n'importe quelle position. Mon coach me disait, mais qu'est-ce qui t'arrive, Alexander? Ah ben voilà. Qu'est-ce qui m'arrive? Ben, il fallait des dizaines d'années que je pige ce qui m'est arrivé à ce moment-là. Voilà. C'est à quoi, évidemment, je vous invite dans notre première expérience de pouvoir tous être dans cet état. Pour pouvoir marquer n'importe quoi dans n'importe quel... Voilà, exactement. Et puis après, après le temps passe, je suis un bon élève, euh, je deviens étudiant à l'école de mines à Cracovie, et puis c'est 1980. Et vous savez qu'est-ce que c'est 1980 pour ceux qui ont un certain âge? C'est la naissance de Solidarność. Solidarité, la première organisation libre dans le bloc communiste. 10 millions de personnes s'inscrivent en 3 semaines sur 20 millions de populations actives. Évidemment, on s'engage tous. C'est une bouffée d'espoir phénoménale. Et notamment, je crée avec les copains le syndicat indépendant autonomie des étudiants. Et évidemment, comme nos parents se sont compromis, nous, on est non-compromis maximal. Aucune, on lâche rien, là. Voilà. Mais pour se mettre d'accord, vous imaginez ce que ça donne. C'est l'enfer. La surimportance de non-compromis à son extrême. Ce qui pourrait être valorisé, vous voyez, mais ça donne le fait qu'un pote cofondateur à 3 heures du matin est parti en SAMU, quoi. Ça me marque et ça pose la question, bon, alors, comment créer le consensus sans recours au compromis? Ok. Un an après, la Solidarność est délégalisée, l'état de siège est déclaré, de Jaruzelski, pour ceux qui s'en souviennent. Voilà. Et nous, on était en grève, on se déplace dans une fonderie stalinienne à Cracovie, 40 000 ouvriers, deuxième pôle de Solidarność. On imagine qu'on va se cacher dans les bras
de classe ouvrière solide, etc. En 2 jours, le gosse de 20 ans, on devient leader de tout ça tellement les gars, ils flippent pour leur avenir parce qu'ils sont tous menacés. Et puis, à 20 ans, je deviens, de ce fait, leader de deuxième pôle de résistance en Pologne face aux communistes. Ça me vaut l'internement en prison pour la première fois. Deuxième fois, je continue. Cette prison-là, c'était assez cool parce que on se trouvait avec l'élite de mon école dans la première internement dans la même cellule. Vous vous rendez compte? Euh, Atelier tout de suite, l'échange, c'est génial, quoi. Pour un gosse comme ça, mon père, ma mère, ils mouraient d'angoisse, sans leur fils en prison, et moi, j'étais ravi de pouvoir être avec les gens du top. Deuxième internement, encore mieux, on se trouve dans le, avec l'élite de région, là. Alors là, tous les personnages, la moitié du gouvernement futur de Pologne, 10 ans après, étaient là, et on dit, ah ouais. Mais la troisième fois, bon, avant qu'on arrive à la troisième fois, il se passe un deuxième événement assez marquant, dans lequel, bah, je me retrouve à combattre le CRS communiste et, le soir, un stade, ils sont là, le quartier des étudiants à côté, c'est comme dans un film, il y a du brouillard, je m'apprête à balancer les caillasses et je réalise, mais le type en face, avec son Kalachnikov, il reçoit un caillasse, et il se retourne, il tire, je meurs, il aura raison, c'est de la défense légitime, et je vais donner ma vie, pourquoi? Attends, je veux mourir. Pourquoi je veux mourir? Et comment savoir qu'est-ce qu'il vaut au moins que je donne la vie pour ça? De mort rapide, mais aussi de la mort lente, comme dit Brassens. Mais comment trouver ça en soi, de savoir quelle raison est suffisante pour que je donne ma vie pour ça? Et ça me marque complètement comme l'autre situation. Question là de vie ou de mort, quoi. Ok, 2 questions sont posées, les années passent et je continue mon action de dissident et j'ai une imprimerie clandestine dans ma chambre d'étudiant, on me dénonce et je prends pour 10 ans. Et cette fois-ci, je suis pas avec l'élite, mais avec des gros criminels dans une cellule de grand isolement comme un ennemi d'État dangereux. Ma vie est complètement brisée, il n'y a aucune perspective, tout ce qui, il n'y a pas sur quoi réfléchir, hein. C'est plié. Les conditions idéales pour un éveil. Et j'ai un éveil en prison. Je commence à faire mon chapelet et d'un coup s'ouvre là et je retrouve quoi? Le bonheur, la liberté au fin fond de cellule d'un grand isolement. Ah, mais qu'est-ce que ça me perturbe? Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? On peut être heureux indépendamment des conditions externes. Je retrouvais la liberté en fin fond de la prison. Waouh! Qu'est-ce qu'on va en faire? Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, à l'époque, on était dans le contexte catho. Donc moi, je me dis, ah, ça doit être la grâce de Dieu qui m'arrive. Donc, si c'est la grâce, il faut se faire curer. Et je pars pour me faire curer. Ça chamboule complètement mon plan de carrière. Comment? Non, non, en fait, 4 mois après, il y avait une amnistie. Hein. Tout était bien prévu. Hein. Il y avait une amnistie et du coup, je suis sorti et voilà, tout reprend. Mais moi, j'étais complètement changé. J'ai pas fait curé, grâce à Dieu. Euh, mais j'ai quand même fait 3 ans de théologie. Hein. Et je suis venu en France pour intégrer une communauté religieuse.
J'étais moine pendant 6 ans. Et qu'est-ce que je découvre dans ce milieu religieux qui peut être intéressant du point de vue du management et de gouvernance? Parce que vous avez compris que ce choix d'aller dans une communauté religieuse était le début de la réponse à la question du gosse, pourquoi je vais dans ma vie? Qu'est-ce qu'il vaut suffisamment pour que je donne ma vie pour ça? Donc, si je pose ce genre de questions, je veux à fond la caisse, quoi. Alors que étant un bon étudiant dans l'école des mines, on me propose des postes de directeur d'un institut, de vice-directeur d'un institut avec un appartement. 30 ans, on attendait l'appartement dans le pays communiste à l'époque. Vous voyez, voiture de fonction et salaire 10 fois plus de ce que j'avais. Fallait faire son choix. Et bon, vous avez deviné que ce que je fais comme choix. Donc bon, qu'est-ce que je découvre? Je découvre que au niveau de recrutement, dans ces organisations, dans ces organisations, pour intégrer quelqu'un, il faut d'abord 3 mois de visite, 2, 3 mois de visite. Tu deviens postulant. Postulat, ça dure 1 an. On voit si t'es pas fou, si tu colles à la raison d'être de l'organisation, à la vocation. Et puis, quand on voit que ça colle, que tu respectes les codes et modes de gouvernance de cette organisation qui est très clairement définie, est clair pour tout le monde dès le début, hein? Tout comme dans les collectifs qui se montent, écolieux et tout ça, n'est-ce pas? Je voyais ce qui manque là. On voit après 1 an si un type, il est intégrable ou il n'est pas intégrable. Et quoi? Ben, il commence le noviciat. 3 ans ou 4 ans encore pour approfondir, pour pouvoir transmettre aux autres tous ceux qui est enseigné pour pouvoir intégrer quelqu'un dedans. Voilà les organisations qui prennent au sérieux le recrutement et s'occupent pas juste des compétences qu'il est nécessaire pour l'organisation, mais ils s'intéressent avec la cohérence entre qui est la personne et quel est le but de l'organisation. Voilà avec quoi je ressors de cette expérience. Cohérence avec qui est la personne et but de l'organisation. Et la process d'intégration, qui est totalement incompatible avec le fonctionnement d'une entreprise ou d'un collectif où on dit « Ah, super projet qui va venir !» Allez, c'est fait, en 3 semaines, une réunion. Ben voilà, ça donne à réfléchir. Et puis, bon, on a le process qui tient la route, on a la raison d'être qui est géniale, et pourtant, à l'intérieur, jeu de pouvoir, domination, conflit, ego. Ah bon, bah, ça veut dire que ça ne suffit pas. Ni la procédure d'intégration, ni la raison d'être, ni la vocation, ça ne suffit pas. Et je ressors du côté psychothérapeutique, d'accompagnement psychospirituel. Je fais la formation en PNL, je fais la formation en analyse transactionnelle, thérapie brève, surtout la thérapie brève, qui est un grand signifiant, et je m'installe comme psychothérapeute. Et ce que je découvre dans cette histoire, que je fais la PNL, et PNL a un truc génial, c'est un rassemblage d'algorithmes de fonctionnement de personnes les plus pertinentes au monde, réduit à la substantielle minimum. Ça veut dire, c'était informaticiens qui ont fait ça. Ils ont décrit l'algorithme, puis le retiré tout ce qu'il pouvait être retiré pour voir si ça fonctionne encore. Et donc, du coup, c'est un minimum nécessaire suffisant. Et donc là, je prends cette philosophie pour appliquer ça à la création de la gouvernance organique. C'est tout ce que vous verrez dans la gouvernance organique, c'est un strict minimum pour permettant d'obtenir le résultat avec minimum d'efforts et minimum de pas à faire. Avec cette logique-là, je fais le psychothérapeute et dans cette période, je découvre que j'ai
un outil psychothérapeutique venant de la PNL qui me permet de résoudre les tensions à l'intérieur de la personne. D'un côté, une partie de moi veut quelque chose, une autre partie veut quelque chose de différent. Et je réalise que je l'utilise très souvent et que c'est super efficace comme méthode thérapeutique. Et d'un coup, j'ai une idée, me dit, ah, si j'ai appliqué ça entre les gens? Oui, je l'applique. Évidemment, ça marche. Waouh! J'ai la réponse à ma question, comment créer le consensus sans compromis? 15 ans après. Et puis, comme les bonnes nouvelles ne viennent jamais seules, je rencontre dans une des formations le niveau logique de Betson-Dills. Qu'est-ce qu'il niveau logique de Betson-Dills? Qu'est-ce qu'il dit ce niveau logique? C'est que ce qui crée l'identité de la personne, c'est l'expérience spirituelle, et que l'identité conditionne et crée les croyances, et celle-ci conditionne et crée les compétences, qui conditionne et crée les actions, qui conditionne l'environnement qui se crée grâce à ces actions. Et là, j'ai ma réponse à la deuxième question. Comment trouver la mission de quelqu'un? Il faut trouver les moments moments de spiritualité de cette personne. Et je trouve une évidence dans mon expérience de prison, dans laquelle l'expérience spirituelle, vous voyez, a fait de moi quelqu'un d'autre que j'étais, et que c'était évident qu'en cascade, tout ça s'est créé. Et qu'est-ce que je comprends avec ça? Ça veut dire que si vous connaissez le niveau logique, si vous savez agir sur un niveau supérieur, vous n'êtes plus, vous n'avez, c'est sans commune mesure d'impact que si vous essayez de changer les environnements des gens pour que ça soit mieux. Bien que c'est important les environnements, mais pour changer quelque chose, on part en bas, ou bien de sélectionner les actions à faire, des astuces, tu vois, quoi faire, actions, ou bien développer les compétences, c'est déjà mieux. Travailler sur les croyances, c'est encore mieux. Et travailler sur identité, waouh, identité surchargée, identité non surchargée, vous avez vu le début. Ah, si vous savez faire ça, d'un coup, vous pouvez changer clac, 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 l'ensemble des réalités de la personne ou du groupe ou de l'entreprise. Ah. Et du coup, aligner la personne. Non seulement d'avoir l'impact, mais d'aligner la personne au moment le plus marquant de la vie, comme les 4 moments que je vous ai racontés de ma vie, qui sont constitutifs à ma mission et à ce que je fais aujourd'hui et qu'est-ce que j'ai créé de ma vie. Et du coup, j'ai la réponse à ma question, comment découvrir la mission de vie de quelqu'un. Il suffit de trouver ses expériences de référence. Comment ça se trouve? Eh ben, dites-moi quel est le plus beau moment, le plus beau jour de votre vie. Allez, posez-vous des questions. Quel est le plus beau jour de votre vie? Et si vous approchez là, continuez à poser la question, comment vous sentiez dans ce moment? Et qu'est-ce que vous avez compris ce jour-là? Voilà votre vocation. On n'a plus le temps d'approfondir. Mais c'est la piste. Si vous répondez à cette question, vous saurez quel est votre endroit de la vibration la plus belle. Parce que forcément, ça répond à la question quel est le plus beau jour de votre vie. Ça, ces expériences sont marquées dans votre vie, dans votre mémoire, dans vos cellules. À chaque fois que vous faites un choix différent de cette vibration, votre subconscient vous dit tu peux mieux faire, hein? Ah, c'est génial, ouais, 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 c'est génial, mais regarde là, regarde ce que tu as vécu ici. Et donc, soit c'est aligné à ça,
et les compétences et ce que vous faites amène à cet niveau de vibration. Et là, vous êtes connecté parce que dans le jour le plus heureux de votre vie, forcément, vous êtes connecté comme on a essayé de se connecter parce qu'il y a la joie, parce qu'il y a du plaisir, parce qu'il y a la détermination, parce qu'il y a la conscience. Vous avez vu ces quatre éléments, sont toujours présents dans le moment bonheur de la vie. Donc, vous les connaissez. Seulement que la plupart des gens ne se rendent pas compte que l'appel, c'est ça qui vous appelle. Quand on dit vocation, appel, ben c'est ça qui appelle. Et donc, ça veut dire que je découvre que j'ai un outil dans lequel je peux aller dans l'entreprise, l'histoire du monastère, alignement de la personne à la vocation, de prendre la comité de direction, de leur faire le travail sur la mission individuelle, et avec mon consensus sans compromis, je peux faire la synthèse pour créer, pour voir quelle est la mission commune à l'ensemble de ces messieurs pour qu'ils puissent être parfaitement alignés. Ça devient un feu d'artifice. Les gens pleurent, ils s'attendaient pas qu'on peut déjà le découvrir profondément de ce qui est précieux pour eux, d'un côté, mais de l'autre côté, de se mettre d'accord sans faire les compromis, justement, sans laisser du lest sur son projet. Ça, c'est dans la tête des gens complètement pas prévu. Personne n'y croit. Tout le monde s'imagine que pour vivre ensemble, il faut faire les compromis. Et là, il a la preuve du contraire. Waouh! Trop beau pour être vrai. Là, tu vois, le gros PDG pleure comme les enfants parce que là, il s'attendait pas à ça. Et puis, je me rends compte que avec l'outil de consensus sans compromis, j'ai des outils pour faire les conflits intérieurs, les conflits extérieurs, les négociations commerciales, méthode d'achat, méthode de vente, méthode de conduite de réunion. Avec une seule procédure, je deviens un consultant toujours avec la logique de la PNL, avec minimum des outils pour maximum des effets. Je sais faire tout ça et je deviens consultant. Et justement, c'est ce que j'ai à vous proposer. Parce que là, j'en parle. Regardez, quand vous ouvrez, vous avez un atelier en visio. Vous pouvez trouver avec le QR code lien d'inscription dans cet atelier. Si vous avez un conflit intérieur, un problème dans le couple, un problème dans l'entreprise, un problème dans un collectif, vous me le décrivez. Vous décrivez la situation. Vous décrivez ce qu'il veut une partie. Vous décrivez ce qu'il veut une autre partie. Et vous décrivez autant qu'il est possible ce qui est important pour cette partie. Pourquoi elle veut ça? Quelles sont les motivations? Qu'est-ce qu'elle veut obtenir grâce à ce choix de vouloir ceci ou de vouloir cela, l'opposé? Vous m'amenez ça, et depuis 25 ans, 30 ans que je rôde cette procédure, là maintenant j'ai un logiciel où cette méthode est mise sous l'intelligence collective. Je vais vous donner 3 solutions consensuelles sans compromis pour résoudre ce conflit. Vous allez ressortir avec ça. Chacun qui a un problème, qui veut tester qu'est-ce que ça donne concrètement, va obtenir ça. Si quelqu'un veut obtenir le logiciel prompt, c'est la formation suivante, gestion du tension du collectif 2 jours. Avec ça, vous n'avez pas la poisson, vous avez la canne à pêche. Vous aurez à votre usage personnel, vous saurez faire, utiliser cette procédure, et avec ça, réaliser, vous saurez faire tout ce que je vous dis qu'il est possible de faire. À savoir, résoudre les conflits intérieurs, les conflits extérieurs, négociation commerciale, méthode d'achat, méthode de vente, conduite de réunion, parce que ça fonctionne autant à 2 personnes qu'à 10.
C'est la même procédure. Et donc, ma vie continue. Je deviens consultant. Et je vends ça aux entreprises. Je travaille sur les dirigeants et le consensus sans compromis. Et j'arrive à un moment dans lequel il y a l'éclatement de première bulle d'Internet et d'un coup, mes affaires qui flamboyaient, se trouvent rétrécies. Je me dis, faut pas avoir tous les œufs dans le même panier. Je crée une entreprise. Je crée une entreprise de médiation internationale. Pour être bref, j'amène les entreprises polonaises pour bosser dans le bâtiment. Comme ils travaillent super bien, je travaille avec Briggs, avec Vinci, avec Eiffage, tous les grands me veulent. J'ai 3 fois plus de commandes que la capacité de fournir. Et j'ai surtout l'occasion de tester mon consensus sans compromis dans des relations costauds de l'entreprise. Il y a un champ de expérimentation. Ça cartonne. Voilà. Donc j'ai quelque part une confirmation que ça fonctionne et dans le contexte le plus hard. Bon, je veux pas vous raconter toute l'histoire. Il y a encore de moments absolument fabuleux. Arrive de 2008 et tout s'arrête. Mes cinq entreprises font le faillite et moi le 6e. Super, je deviens écolo. Et qu'est-ce qui se passe quand je m'intéresse à tous ces milieux-là? Je vais aux festivals différents. En 2013, je rencontre Frédéric Laloux. Et son bouquin Reinventing Organization. Frédéric Laloux, c'est un type de McKinsey qui a fait l'étude d'une douzaine de plusieurs entreprises et décrit une douzaine des entreprises qui fonctionnent sans hiérarchie, qui fonctionnent en autogestion et où tout le monde décide de qu'est-ce qu'il va faire, même des salaires et même de l'achat des machines avec un certain process de prise des avis, liberté totale. Et ça cartonne. Le bouquin fait un succès phénoménal. Il fait 1 million d'exemplaires vendus, traduit sur 26 langues. Là, c'est la référence de nouveaux modes de management. Waouh! Moi aussi, je me fascine pour ça. Et je découvre là-bas que Laloux raconte qu'il y a une méthode qui vaut pour les petits et pour les grands. Donc je me dis, c'est pas la peine de tout étudier, il suffit de connaître cela et je pourrais, autant que consultant, fonctionner avec les petits et avec les grands. C'est la holacratie. Je fais la formation holacratie et je découvre les choses très intéressantes. Premièrement, que la holacratie est basée sur la sociocratie. Et je découvre que holacratie ajoute là-dessus 2 éléments qui me paraissent complètement fondamentaux et géniaux. Premièrement, qu'il s'occupe de la raison d'être de l'entreprise comme un moteur réel, non pas comme une raison sociale où on fourre tout ce qu'on veut pour bien fonctionner, mais une vraie raison d'être qui est un travail sur la vocation de l'organisation. Et je découvre en même temps qu'ils s'occupent pas du tout de la vocation des personnes qui constituent l'entreprise, ça les intéresse pas. Il y a juste l'organisation, comme son plus grand potentiel, ça va être quoi? Alors que moi, je suis super sensible à accorder les personnes et l'organisation. Mais n'empêche, rien que ça, c'est génial. Et puis, deuxième truc génial qu'elle ajoute à la sociocratie, c'est le traitement, c'est le fonctionnement par gouvernance, par tension. Il demande aux gens de l'entreprise d'exprimer leur tension. Et cette expression de tension, ça devient pour l'organisation comme un système nerveux qui vous dit ce qui dysfonctionne, dans lequel vous pouvez en permanence ajuster. Et il distingue 3 types de tensions. Tension stratégique, notamment sur la raison d'être, tension structurelle, bien ou mal organisée, ou tension opérationnelle, c'est fait ou c'est pas fait. Holacratie ne s'intéresse absolument pas des problèmes personnels, interpersonnels. Si tu as un problème personnel, tu le gères à l'extérieur de l'entreprise et tu reviens pour s'occuper de l'organisation.
Ce qui, évidemment, n'est pas possible dans le collectif où les gens vivent 24/24, avec les fameux facteurs humains. Donc, soit vous connaissez de gestion des autres types de tensions et ça fonctionne, soit ça explose. Et il se trouve que moi, avec mon PNL, avec mon consensus sans compromis, avec mes thérapies brèves, je sais gérer tout ça. Waouh! Et il fonctionne en consentement. Or, moi, j'ai ma méthode de consensus. Ça veut dire un cran plus loin. Et je découvre que j'ai une sorte de surcouche, de mise à jour de holacratie beaucoup plus profond et pertinent que ce qu'ils proposent, eux, alors qu'ils ont déjà pas mal de succès en fonctionnant déjà comme ça. Et c'est comme ça qu'il naît la première mouture de gouvernance organique qui s'appelait le management synergique à l'époque. Et il se passe encore un événement. Je travaille avec un collectif écologique dans les Cévennes. Et qu'il était créé par des entrepreneurs parisiens qui faisaient dans la tech, de travailler dans la tech, ils se sont mis au vert, il avait en même temps l'entreprise qu'il avait ce collectif. Et ils étaient au bord d'implosion parce qu'il y avait les tensions autour des raisons d'être, comme d'hab dans le collectif. Donc, on a connecté ensemble, j'y viens, je fais le travail avec ma méthode, je leur fais tous la raison d'être individuelle, en pensant que je vais faire la somme de critères avec mon consensus sans compromis. Ça se passe pas comme ça. Pourquoi? Parce que comme ces gens étaient assez avancés spirituellement, quand je leur ai fait le travail sur la raison d'être individuelle, ça nous a mis dans un tel état qu'on n'avait plus besoin de faire consensus sans compromis. La solution consensuelle venait toute seule. Ce que je vous disais au début. Et c'était absolument génial. On a vu que non seulement on a fait la raison d'être commune, mais dès qu'il y avait un quelconque problème, on se mettait dans cet état-là et solution arrivée, clac, clac, clac. Et j'appelais ça l'unanimité connectée. Et c'était tellement génial que je suis devenu membre de ce collectif. Et pendant 2 ans, on a vu tous les problèmes d'un collectif. Et vous savez, c'est une autre chanson, un collectif qui est une entreprise. Qui sait faire ça, l'entreprise qui peut plus, peut moins. Là, voilà. Et là, il y avait évidemment tous les problèmes du monde, des associés, du SCI, des enfants, du couple, de polyamour, de tout ce que vous voulez. Voilà. Et nous, avec méthode, on avait un terrain de nouveau d'expérimentation pour non pas seulement de faire le traitement des tensions personnelles avec les outils, les surimportances et tout ce que je vous ai raconté déjà, mais encore de résoudre ça avec l'unanimité connectée. Waouh! Je découvre dans 2 ans qu'il y a 7 types de tensions et non pas 3 à traiter dans une organisation. Et qu'est-ce que je découvre d'autre? Et ça devient un peu surprenant. Et ça nous amène à ces considérations un peu philosophiques, quoi. Je découvre que cette tension correspond en fonction de cette chakra. Qu'il y a la tension interpersonnelle, qu'il y a la tension personnelle, tension du pouvoir, d'énergie, d'avoir, voilà, tension d'attachement, tension opérationnelle, ça veut dire se dit que c'est fait ou mais c'est pas fait. Tension structurelle, c'est bien réfléchi ou pas, et tension de vocation stratégique sur la raison d'être. Et qu'est-ce que je découvre? Je découvre que ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, le microcosme correspond au macrocosme, et que l'homme est un moyen cosme là, et que l'organisation doit avoir la même, pour être quelque chose de juste, organiquement juste, l'organisation doit avoir la même caractéristique que l'être humain. Et désormais, je réalise que si je valide un mode de fonctionnement de l'organisation, il faut que je retrouve le même mode de fonctionnement dans l'être humain.
comme vous avez vu comme ça, tout ce qui a été créé après dans la gouvernance organique était structuré de cette manière. Voilà. Et à ce moment-là, j'appelle ça gouvernance organique. Et donc, quand vous avez vu, j'ai fait un parcours d'initiatique en me prenant là où j'étais un ingénieur rationnel au début, en passant par les différentes étapes. Bon, vous avez compris que depuis cet événement création de gouvernance organique, ça date il y a une dizaine d'années. Depuis 10 ans, je fais les formations, je veux former plein de organisations. Et là, je reviens de BNP Paribas Pologne, 6000 personnes, banque, qui est intéressé de faire ça parce qu'ils ont compris que dans le nouveau monde, avec les générations Z, ils n'ont aucune chance. Mais c'est une banque, la plus grande banque d'Europe. BNP Paribas, oui, 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 oui. Voilà, non, non, non. Et là, mardi, je travaillais avec un responsable d'un réseau des entrepreneurs, 250 entreprises. Le réseau s'appelle Traction. Et là, il découvre Amérique, quoi. Il me dit, oui, c'est ça qu'il faut faire. Donc, vous avez vu, là-dedans, il y a autant le chemin des transformations individuelles que la transformation organisationnelle. Et sur le plan individuel, vous avez vu qu'il y a un parcours initiatique qui est à faire. Ce même parcours initiatique, je vous propose, c'est la formation la plus costaud que je peux proposer. Cette formation, c'est celle-là ici. C'est 33 jours de formation, étalée sur un an, 3 jours par mois, avec un accompagnement individuel au milieu, entre les deux sessions. Ça fait le parcours d'individuation. Ça veut dire la transformation intérieure pour pouvoir fonctionner en permanence dans cet état que je décris tout au début. Pour ceux qui disent qu'ils sont en changement de vie, ça c'est un produit pour vous. Et pour des entreprises qui voudraient s'y mettre, comme ces entreprises-là que j'ai citées, évidemment, ils n'ont pas le temps. Donc, il faut leur donner quelque chose en filigrane. Donc là, je crée une formation de 2 jours. C'est la même type de formation que ce qui est proposé 13 et 14 mars, là où je disais que vous aurez la canne à pêche. Donc, dans cette formation-là, il y a la formation au traitement des tensions. Vous saurez pas traiter toutes les tensions, mais vous saurez faire le consensus sans compromis pour maîtriser la formation intégrale, donc 33 jours, ça vous donne la certification de facilitateur en gouvernance organique. Formation longue va se dérouler chaque deuxième week-end du mois. Je la réserve de maintenant, ce créneau, et dès qu'il y a 5 personnes, on va commencer. Maintenant, là, si vous voulez discuter, approfondir de votre situation, parce que là, c'est fini, il y a peut-être une ou deux questions, non? On a le temps pour les questions? En tout cas, si vous voulez approfondir, me poser des questions et de voir comment ça s'applique à votre cas, vous avez un code qui vous amène à mon agenda. Vous prenez le rendez-vous, c'est gratuit, on discute, ça mange pas de pain. Vous aurez les pistes comment fonctionner dans votre situation. Et ce qu'on peut faire ensemble, et puis voilà. OK? Est-ce qu'il y a des questions? Oui, j'ai écrit le livre Consensus sans compromis. Vous pouvez l'acheter sur Amazon. Non. Non, je l'ai pas. Mais bon, la version papier, elle est déjà épuisée, mais il y a la version e-book. Donc, c'est aussi bien. Et j'ai sur mon site, le site, vous l'avez ici, hein, donc, vous trouverez tout ce qui est concernant le travail sur la raison d'être sur le site consensus-sans-compromis.com. Facile à retenir, même si c'est un peu long. Il y a juste le tiret ajouté et .com
à la fin. Et là, vous avez les parcours de raison d'être individuelle, solo ou en groupe, et vous avez la fameuse travail pour l'entreprise sur le staff de Codir, sur lequel on fait le travail sur la raison d'être d'alignement de tous les personnages et créer la raison de l'entreprise. Eh ben, vous voyez, c'est assez intéressant comme question. La première expérience, elle m'a appris tout. Cet enfant-là, il a pris l'essence de la gouvernance organique dans ce mode de fonctionnement de l'intelligence collective qui fait des figures des oiseaux sans que les oiseaux soient suffisamment intelligents pour pouvoir les fonctionner. Ben oui, comment il a une organisation de système en fait. Vous voyez, ça c'est l'organisation systémique. Bon, moi je l'ai vu à 4 ans, ce potion magique de cela. Et après, toute la vie était construite là-dedans. Mon histoire de match de basket, vous voyez, c'est conditions qui me mènent à pouvoir fonctionner dans les trans de connexion à soi-même et pouvoir obtenir des résultats phénoménaux. Après, l'expérience dans le syndicat des étudiants, c'est ce qui fait naître le consensus sans compromis. L'expérience avec le CRS, c'est ce qui a fait naître l'outil de recherche de raison d'être et des vocations. Après, tout ça s'est mis ensemble avec Holacracy. Et l'expérience dans le collectif, l'expérience suivante, qui est aussi une expérience de référence, voilà, c'est celle qui a appris qu'est-ce que c'est le flow collectif. Bon, j'ai appelé ça l'unanimité connectée, mais après, j'ai découvert que effectivement ça fonctionne, que les équipes de basket d'NBA américaines fonctionnent tous dans cet état, que ça s'appelle flow ou fonctionner dans les zones et que effectivement c'est une... Donc ça, c'était l'expérience du flow qui était un peu le couronnement de l'ensemble du parcours et qui a donné l'ensemble de ce que j'ai à transmettre. Et à travers de ça, il y a encore toute une zone dont je n'ai pas encore parlé et qui est autant excitante, c'est la zone de polarité masculin-féminin. Puisque vous avez vu le mariage de joie et de plaisir, c'est des polarités. Mariage de conscience et de joie, c'est des polarités. Dans l'entreprise, on a tout, la gauche et la droite dans la politique, c'est la polarité masculin-féminin. Soit ils se bouffent le chignon, soit ils font une extase. Faut-il avoir cette vision pour pouvoir passer de l'état de conflit vers l'état de l'extase impossible? Comment ça pourrait être possible? Mais dans l'entreprise, il y a plein de couples comme ça, comme court terme, long terme, comme individuel, collectif, les stars ou le groupe, comme s'occuper des clients, comme s'occuper de l'intérieur de l'entreprise. Vous voyez, tous ces couples-là, si on a le consensus sans compromis, ou si on a la conscience que toute la vie sur Terre, ça fonctionne avec les polarités qui créent la vie, vous avez une potentiel de réconfiguration de l'organisation qui est phénoménale. Par exemple, production et marketing. C'est quoi comme polarité? Masculin production et marketing. Non, et c'est là où on produit. Production, c'est du féminin. Et, et le petit grain qui fait que ça pousse, c'est la vente. Et voilà. Et donc, soit il se bouffe les chignons, comme d'habitude, soit, hein, soit ça collabore et on fait un truc génial, d'une part et de l'autre. Bon, voilà. Ça, c'est encore une expérience que notamment mes expériences amoureuses m'ont appris et tantra. C'est tout à fait dans le lignée de Kelvin. Ouais,
il y a les écrits d'un chercheur qui comprend tout à fait ce que je raconte, américain, qui s'appelle Ken Wilber, qui a fait de bouquins remarquables. Ok, bon, amis, ravi de pouvoir partager avec vous et puis peut-être à bientôt. N'hésitez pas de m'appeler si ça vous parle, même si ça coince au niveau financier, on verra ce qu'on peut faire là. Ok?